L'Afrique ne décolle toujours pas alors qu'elle a le potentiel qu'il faut en homme et en dotation naturelle. L'agriculture, secteur de substitution aux mines, rencontre de problèmes pour assurer le rôle qui est le sien. Quelles sont les contraintes que rencontre l'Afrique ou la République démocratique du Congo pour l'atteinte d'un développement durable? Tel est l'objet de l'émission d'aujourd'hui au travers l'ouvrage Nouveau système coopératif africain écrit par M. Albert Loutete. Ainsi, nous vous disons salutations à vous qui nous suivez de partout. C'est la chaîne nationale congolaise. Bienvenue à vous, M. Albert Loutete. Merci. Alors, d'entrée rédiger, qu'est-ce que vous a poussé de rédiger cet ouvrage? Oui, nous sommes tous sensibles à la situation socio-économique de l'Afrique en général et de notre pays en particulier. Et quand vous vous rendez compte, les pays des autres continents comme l'Asie ont pu quand même rattraper leur retard en ce qui concerne leur marche vers le développement, mais l'Afrique n'a pas progressé et il est question de savoir quels sont, identifier les obstacles majeurs à la croissance économique de l'Afrique. Et c'est un peu dans ce cadre que nous avons rédigé cet ouvrage pour proposer un nouveau système coopératif africain, c'est-à-dire nous avons adopté la doctrine coopérative à la situation de l'Afrique. Alors si nous devons situer notre pays, la République démocratique du Congo, quelle est la problématique majeure du système coopératif au Congo? Oui, avant de parler de système coopératif comme tel, nous devons faire le bilan d'abord de la situation actuelle. Au niveau de l'Afrique, nous avons depuis 2000 appliqué le suivi les objectifs du millénaire pour le développement, qui devraient, les OMD qui devraient en principe régler les problèmes de l'extrême pauvreté et de la santé, de l'environnement et de l'économie, de l'éducation et de l'autonomisation des femmes. Et en général, il y avait 8 objectifs. Et si on fait au terme de ces 15 ans d'exécution, on s'est rendu compte que les objectifs-là n'ont pas été atteints. Et à part la pauvreté qui a baissé de 50%, mais c'est le fait du progrès réalisé par la Chine. Mais quand nous prenons les autres pays dans le monde, et l'Afrique en particulier, on a encore 48% de la population qui vit dans l'extrême pauvreté, donc avec un revenu de moins de 1,25 $ par jour. Et notre étude, en suivant la publication du prix Nobel de l'économie, Max Spence, qui encourage de faire des diagnostics pour savoir quels sont les facteurs qui freinent la croissance. Et dans notre étude, nous avons observé que ce sont des structures que nous avons héritées de l'époque coloniale qui sont à la base de notre contre-performance. Mais quand même, les autres pays ont été aussi colonisés, mais ils arrivent à s'épanouir, ou pourquoi pas atteindre même le développement ou l'émergence. Pourquoi seulement le Congo? Les systèmes que nous avons hérités de la colonisation, ce n'est pas l'évolution normale de notre société traditionnelle. Il y a eu rupture dans notre évolution en tant que société, à part la colonisation. Et la colonisation a mis en place un système d'exploitation de la colonie au seul profit de la métropole. Et malheureusement, en reconduisant le même système, on reconduit le même résultat, que l'économie africaine tourne, mais toujours en grande majorité au profit de la métropole. Il a été question, comme le pays d'Asie, ils ont réformé les structures économiques de manière à ce qu'elles tournent au profit de la population. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. Nous avons été, les gouvernants, les pouvoirs publics ont été plus timorés dans le remplacement des structures, dans les changements structurels.
et dans la diversification de l'économie. Vous savez bien que l'Afrique est partie de différentes réformes. On est parti de l'organisation de l'Union africaine à l'Union africaine. Nous avons aujourd'hui plusieurs communautés économiques régionales pour dire que l'Afrique est partie de différentes réformes. Mais qu'est-ce qui bloque pour que l'Afrique ne décolle pas? Ou qu'est-ce qui bloque pour que le Congo ne décolle pas? Pour se développer, il faut utiliser tous les potentiels disponibles. Et d'ailleurs, il y a un économiste américain, Kuznets, qui dit simplement que le sous-développement spécial de l'Afrique est dû à l'insuffisance d'exploitation du potentiel de croissance disponible. Le système que nous avons reconduit de la colonisation est un système dualiste et extraverti. Donc il y a deux secteurs, modernes et traditionnels, formels et informels, les villes et les campagnes. Et tous ces secteurs ne sont pas intégrés. Alors, n'étant pas intégrés, les secteurs modernes... Il y a des ruptures. Il y a rupture. Les secteurs modernes n'entraînent pas les secteurs ruraux et traditionnels. L'informel gaspille les ressources par manque de capacités managériales et techniques. Le fait que nous n'ayons pas amélioré les structures héritées de l'époque coloniale font que ces structures se sont même détériorées et avec les infrastructures. Donc, nous sommes en train de vivre en Afrique des économies complètement désarticulées et qui nécessitent de grandes réformes si nous voulons aboutir à l'émergence comme nous le souhaitons. Regard à ce qui précède, quelles sont les contraintes économiques auxquelles l'Afrique fait face? Oui, l'Afrique fait face d'abord à un contexte international défavorable. Vous savez, tout ce que nous produisons, nous ne maîtrisons pas ni les marchés ni les prix. Et donc, nous sommes, les termes de l'échange sont toujours défavorables à l'Afrique. Mais à part ça, parce que l'Afrique ne sait pas peut-être négocier sur le marché international aussi. Si nous prenons le même système qu'on nous a légué, nous les travaillons, mais le système-là a été conçu pour profiter à la métropole, pas à nous. Donc il est question de prendre le même système et de les transformer afin qu'ils puissent être profitables à nous. Quand nous prenons par exemple l'agriculture, souvent nous parlons toujours de l'agriculture d'exportation, alors que l'industrialisation est basée sur la culture vivrière, la culture destinée au marché national. C'est comme ça que Arthur Lewis dit que si l'Afrique veut, par exemple, dans ces domaines se développer, il faut qu'on mette l'accent sur l'agriculture vivrière, doter l'agriculture vivrière de moyens pour se développer, et ainsi on va créer le surplus et de la production qui pourra permettre la poursuite de l'industrialisation et aussi amener les revenus aux cultivateurs. Donc ça, c'est un exemple. C'est pour dire que les problèmes de développement de l'Afrique, c'est d'abord les efforts que nous devons entreprendre pour restructurer fondamentalement les systèmes économiques que nous avons hérités de l'époque coloniale. Alors nous savons tous que l'agriculture, c'est un secteur de priorité. Mais quelles sont les contraintes qui affectent ce secteur pour que c'était ne décolle pas? Oui, l'agriculture est aussi victime de ces systèmes dualistes et extravertis que nous avons hérités. Oui, donc, et du fait qu'il y a les mondes ruraux et un peu en retrait par rapport au secteur moderne qui est en ville, fait que le monde rural n'a pas les moyens pour faire le progrès de l'agriculture. Vous savez que les ruraux ne peuvent pas accéder au crédit dans les secteurs bancaires et tout ça cela bloque. Et si vous avez par exemple des matières premières, si je produis des maïs ici, ce n'est pas l'industrie brassicole ou je ne sais pas quelle industrie qui va récupérer le maïs, parce que l'industrie moderne est extravertie et elle va chercher ses matières premières en dehors du pays. dehors du pays. Et
là, c'est le système. Donc on ne peut pas Mais avoir... peut-être aussi c'est un problème aux agriculteurs qui produisent ce que le consommateur congolais ou africain ne consomme pas. C'est peut-être ça aussi l'un des problèmes qui affecte ces secteurs. Oui, vous avez raison, madame, parce que le problème aussi de l'agriculture, c'est le modèle que nous suivons. On ne peut pas faire l'agriculture avec un système libéral, même dans les pays développés. Je parle de l'Occident. L'agriculture est gérée par les coopératives. Et donc, si nous voulons que l'agriculture progresse dans ce pays, il faut d'abord organiser les agriculteurs dans des coopératives. Donc, il faut que les cultivateurs s'organisent pour qu'ils deviennent des partenaires de l'État et des organismes multilatéraux de financement. Donc, c'est comme ça. Donc, il faudrait que les agriculteurs se regroupent dans des coopératives. On peut avoir des exploitations individuelles, mais pour faire la force, ces exploitations individuelles doivent être regroupées dans des coopératives. Et les coopératives seront unifiées au niveau des unions coopératives qui réunissent les coopératives. Et il y aura des fédérations coopératives qui seront des organes techniques de ces coopératives qui seront chargées de transformer la recherche fondamentale à la recherche appliquée au niveau de l'agriculture et du terrain. Donc, il faut mettre en place toute cette organisation. Je peux vous donner l'exemple, quand vous prenez le football est démocratiquement mieux organisé que l'agriculture. Vous pouvez en Afrique. Parce qu'au moins, quand vous avez le football, vous avez des fédérations. Il faudrait que l'agriculture arrive à ce niveau-là d'organisation démocratique. Nous allons suivre l'un de fermiers ou agriculteurs qui est président ici et qui a aussi dit un mot sur les différentes préoccupations et entrées à leur secteur. Suivez. Nous avons tant de problèmes que nous subissons dans notre vallée. Entre autres, nous sommes abandonnés de notre triste sort par le gouvernement. Or, dit-on, l'agriculture est la priorité des priorités. Mais il arrive des fois, quand il faut financer ou quand il faut appuyer, nous sommes abandonnés de notre triste sort. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à évoluer convenablement. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être les problèmes des intrants, des outils de travail, que jusque-là nous sommes bités. Hein? Or, le gouvernement doit nous appuyer parce que nous assistons au développement de notre capitale. Le gouvernement doit jeter un coup d'œil à notre égard. Parce que quand on parle peut-être de nourrir la population, nous sommes parmi les gens qui contribuent. Nous voulons aussi que le gouvernement puisse songer à nous dans le sens que on peut avoir peut-être le banque de crédit agricole qui peut venir auprès de nous, qui peut venir nous soutenir. Mais jusque-là, aucun coup d'œil à notre égard. Nous avons beaucoup de problèmes. Il arrive des fois, vous cultivez, mais vous êtes attaqué par les insectes. Notre culture maraîchère, c'est une culture qui nécessite nécessairement le produit qu'il faut traiter. Mais jusque-là, il se pourrait que vous n'avez pas le fric pour les désinfecter. On est buté par les moyens financiers. Je pense que ça sera pratiquement impossible de cultiver un grand lot, de couvrir une grande population pour l'alimentation. C'est surtout ça. Vous savez tous, comme vous venez d'évoquer, il faudra des parlements où les agriculteurs devraient parler. Mais est-ce que ces agriculteurs-là sont formés? Est-ce qu'ils sont sensibilisés pour de nouveaux systèmes que vous avez écrits ou encore ils sont aussi informés par rapport à leur manière de cultiver ou de produire? Justement, une vraie coopérative, c'est là où les associés, tous les associés ont le pouvoir démocratique. Ils ont le même pouvoir de contrôle, de gestion et d'information. Et ce n'est pas une affaire d'un individu ou une entreprise ou d'un groupe d'individus. C'est comme ça que nous verrons plus tard, quand nous allons les développer, que dans le principe coopératif, c'est l'adhésion libre et la démission libre. C'est la politique de la porte ouverte. Donc, une coopérative ne peut pas appartenir à un individu ou à un groupe d'individus. Tous ceux qui ressentent les besoins peuvent adhérer à condition de remplir les conditions. Mais c'est
les vraies coopératives constituent des institutions d'éducation. Parce que quand les associés se retrouvent, ils se retrouvent dans des débats démocratiques où on discute des vrais problèmes. Et nous sommes en Afrique. Sous l'arbre à palabre, tout le monde a sa place. Et on ne peut pas être plus technique, plus savant que les autres. Parce que j'ai cité ici le prix Nobel de l'économie, Max Spence, dit que pour faire les diagnostics en matière économique, c'est une question d'art méthodique, ce n'est pas une question simplement scientifique. Donc si vous avez le bon sens, vous savez faire des hypothèses, vous pouvez les vérifier empiriquement. Donc sous l'arbre à palabre, tout le monde a sa place. Et c'est ce qu'il faut inciter et que les agriculteurs se retrouvent dans des coopératives, adhèrent dans des coopératives, s'organisent dans des coopératives, que ce soit eux-mêmes qui participent à la conception de ces coopératives. Parce que souvent, ça ne marche pas parce que ce sont des citadins ou de la diaspora ou des gens congrégations qui ne pratiquent pas et qui montent ces coopératives à leur place. Or, ce qu'on fait pour vous ne peut jamais satisfaire à vos besoins réels. Donc, nous devons aller dans le sens de mettre, par exemple, dans les systèmes éducatifs, à chaque fin de cycle, pour permettre aussi et donner des travaux pratiques où des étudiants peuvent monter des projets. Comme ça, la culture, la tradition coopérative se développe. Et n'oubliez pas que nous sommes des Africains. Les systèmes coopératifs sont proches de notre communautarisme millénaire. Donc on ne peut pas apprendre à un Africain à être coopératif ou à coopérer. Donc c'est dans le sang, dans notre gène. Et c'est question qu'on mette en place cette organisation et qu'au niveau des pouvoirs publics, on puisse encourager les agriculteurs à se réunir dans ces genres d'institutions. Vous savez, nous avons eu à observer aussi quelques milliers rurales. Je vous dis dorénavant, déjà, on a rencontré des gens qui vivent dans ces milliers, mais qui consommaient au contraire le produit ou le vivre frais, au lieu de consommer le produit qu'ils produisaient. Vous voyez, ça, c'est déjà un couac. Comment vous allez conseiller aux autres de consommer ce que vous cultivez ou vous produisez, alors que vous préférez le vivre frais. Comment pensez-vous cette façon de faire des agriculteurs en Afrique? Oui, vous savez, en Afrique, le monde rural s'est éloigné du centre. Quand nous parlons de statistiques de développement et tout, c'est des statistiques du secteur moderne. Le monde rural est presque isolé, marginalisé. Les agriculteurs sont victimes des intermédiaires qui négocient à la baisse chez le producteur et à la hausse chez le consommateur. Et vous avez des intermédiaires qui consomment tous les revenus du secteur agricole, ce qui décourage les producteurs. Vous savez, vous pouvez avoir vos cossettes de manioc, vous les amenez jusqu'à Kinshasa, on les met dans un dépôt, vous n'allez pas les vendre aux consommateurs. Il y a des intermédiaires et qui, en une heure, rafle tous les bénéfices de l'affaire. Et dans ces conditions-là, vous voyez, les producteurs sont découragés. Les systèmes coopératifs permettent justement à ce que les producteurs se retrouvent ensemble dans une organisation qui va opérer sur le marché et leur permettre d'avoir tous les revenus qu'ils doivent tirer de la vente de leurs produits. C'est de cette façon-là que vous verrez que les producteurs vont reprendre les chemins des champs qu'ils ont abandonnés pour manger de Vous savez, ce n'est pas facile de dire aux intermédiaires, écoutez, vous n'avez plus droit à intervenir aux démarches ou à la vente, au débouché de produits qui proviennent de l'intérieur. D'abord, vous le savez, on a déjà des problèmes d'infrastructure. Pour que le produit quitte de nos villages ou encore de coins le plus reculés pour le milieu urbain, c'est déjà difficile. Et dire aussi aux gens qui interviennent pour faciliter la vente de ces produits de ne plus intervenir, c'est déjà pas facile. Autrement dit, les envoyer aussi un peu au chômage. Non, ils trouveront autre chose à faire que de ruiner les vrais producteurs. Vous savez, c'est un problème que
n'est pas nouveau à l'Afrique. L'Europe a vécu ça. Si les agriculteurs européens sont regroupés dans des coopératives, c'est à cause de ça, c'est pour peser sur le marché, c'est pour éviter que les intermédiaires et les usuriers siphonnent leurs revenus. Donc, même ici, si nous nous mettons réellement dans les systèmes coopératifs, vous allez voir que les intermédiaires là vont disparaître. Et c'est à ce moment-là que les agriculteurs vont se professionnaliser, étant responsables et bénéficiaires de tous leurs revenus. Ils seront prêts à opérer tous les changements sur le plan technique, sur le plan managérial et sur tous les plans. Et vous verrez que les mêmes personnes seront transformées et seront même sur le plan, ils seront prêts à suivre des formations parce qu'ils gagnent. Mais aujourd'hui, les agriculteurs sont ruinés par des intermédiaires. Ils n'ont qu'à faire et ils se limitent à une faible production pour laquelle ils peuvent survivre simplement. Ce n'est pas vraiment la profession comme telle. Donc, avec les systèmes coopératifs, on arrivera à cela. Avant de mettre fin à cette réflexion, vous savez déjà, l'offre des agriculteurs est nettement inférieure à la demande de la population africaine ou congolaise. Et d'après vous, pourquoi jusqu'à présent ces agriculteurs-là n'arrivent pas à satisfaire toute la demande nationale? C'est le système économique extraverti que nous avons. Si nous réorganisons le producteur en l'espace d'une année, d'un exercice, on peut substituer les importations alimentaires par la production nationale. Au Cameroun, Mais si vous allez même dans le supermarché, on vend le produit venant des agriculteurs ou du reste. Vous savez, nous, le Congolais ou les Africains, on a l'habitude. On écrit bio, made in Congo, exemple africain, on préfère ceux qui proviennent de l'étranger. Parce qu'on se dit c'est peut-être la bonne qualité aussi. Ça, c'est un problème aussi aux consommateurs aussi qui ne sont pas habitués à consommer leurs propres produits. Le problème culturel se pose, bien sûr, mais c'est d'abord un problème économique. Si la production, parce que la demande est là, la demande, elle est énorme, elle est énorme. On peut la satisfaire de plusieurs façons, soit en cassant le prix, soit en améliorant la qualité. Et donc, les producteurs, s'ils sont encadrés par leur coopérative, les fédérations coopératives, avec des organes techniques qui vont s'étendre même à demander des services aux universités et instituts supérieurs, qui deviendront ensemble des incubateurs de vraies entreprises agricoles. À ce moment-là, la production locale deviendra intéressante. Plus près de nous, il y a le Cameroun. Le Cameroun a déjà remplacé tous les poulets importés par la production nationale. Donc, il faudrait simplement créer des laboratoires pour faire des recherches dans les secteurs, comme ça les intrants seront disponibles, et réorganiser les marchés. Parce que nous attaquons souvent les problèmes agricoles pas au niveau de l'offre, alors que dans notre pays, les vrais problèmes qui se posent au niveau du marché. Il faut organiser, par exemple, la culture vivrière, la production vivrière n'a pas de marché organisé. Les producteurs, si vous passez par Mbanzangungu le soir, vous allez évaluer les légumes qui sont jetés à la poubelle, par faute d'un vrai réseau de commercialisation. Donc il faudrait organiser, si on organise les points de vente, et aujourd'hui on a, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut organiser même des marchés en ligne, de manière électronique. Donc, il y a des possibilités, voilà, il y a des possibilités énormes aujourd'hui pour réorganiser les marchés de produits vivriers et remplacer carrément les importations de produits surgelés. Le Cameroun a réussi à le faire. Et aujourd'hui, ils n'importent plus de produits, les poulets congelés donc, au Cameroun. Nous allons suivre aussi un autre élément sur le secteur informel qui a dit aussi un mot sur les différentes préoccupations et entrer à ces nouveaux systèmes coopératifs. Suivez.
si nous sommes arrivés à nous mutualiser, à créer cette confédération, c'est parce qu'on était buté à un problème. On s'est rendu compte que nous existons, mais on ne faisait pas trop attention à notre existence. Raison pour laquelle 2-3 personnes se sont réunies pour élever un peu plus la voix. Nous défendons les intérêts de qui? De ceux qui existent et même de ceux qui sont cachés. C'est ce qu'on appelle informel. Ils sont tous potentiellement membres de la Confédération. Et ils apparaissent au fur et à mesure de besoins, certains besoins qui les exigent d'être beaucoup plus visibles. Mais dans le cas contraire, ça c'est un problème de gouvernance de l'économie du pays. Ça sera plus attractif, vous aurez plus de têtes visibles. Mais si c'est trop contraignant, vous aurez moins de têtes visibles. La coopérative, c'est une sorte d'entreprise aussi. C'est une entreprise. Vous avez les entreprises individuelles, vous avez le SARL, mais vous avez aussi la coopérative. La coopérative, finalement, c'est quoi? C'est plusieurs opérateurs économiques qui se mettent ensemble pour mieux canaliser leur travail. Et là, c'est une association, une petite association. Mais c'est le vœu qu'a tout le monde, surtout dans le pays en voie de développement, que les petits exploitants ou des artisans, selon le secteur, se mettent ensemble pour créer des coopératives. À ce moment-là, les interlocuteurs, que ce soit l'État, que les interlocuteurs financiers ou techniques, ont en face un seul interlocuteur. Et comme ça, mais celui-là essaye de parler pour l'ensemble, pour l'intérêt de tous. Et cela va aussi aider dans la vente de leurs produits, dans la promotion de leurs produits, mais ça demande aussi l'éthique. Beaucoup d'éthique, ça demande que les gens s'acceptent, se tolèrent. Or, les Congolais a difficile à fédérer les efforts, les moyens ensemble pour travailler. Nous savons tous que le secteur informel, voire même aussi le secteur rural, occupe une place importante dans ces pays. Quels sont les problèmes que connaissent ces secteurs? Oui, les secteurs informels et ruraux. Ça détruit presque tous les systèmes économiques. C'est le fait de systèmes dualistes que nous avons hérité de la colonisation. Le fait que les colons n'ont pas réussi à détruire toutes les structures traditionnelles. Qu'est-ce que nous avons fait? Ça fait 50 ans presque, 70 ans dans d'autres pays africains, vous le savez. Mais c'est ce que j'ai dit. On n'a pas été très ambitieux pour réformer complètement les systèmes. Ce qui fait que les secteurs informels et ruraux, c'est des secteurs marginalisés. Donc nous avons deux secteurs. On gère les secteurs modernes, mais les secteurs informels et ruraux gaspillent les ressources que nous avons parce qu'il n'y a pas de capacité managériale ni technique. On utilise des technologies rudimentaires et la gestion naturelle de ces secteurs ne permet pas à ce qu'on puisse... Ça devient un boulet pour l'économie nationale d'ailleurs. Et c'est comme ça que notre paradigme de système coopératif voudrait qu'on réhabilite ces deux secteurs-là, informel et rural, de manière à ce que leur donner les moyens pour que les populations puissent se doter des moyens pour régler leurs problèmes existentiels. Et de cette façon-là, ils seront des agents de développement du pays. Et on n'aura plus deux secteurs, on sera une économie réellement intégrée où il n'existera plus une large proportion de gens qui évoluent dans des secteurs informels. On sait contrôler. Oui, c'est ça. Donc c'est très compliqué. Ça sera une économie réellement intégrée où tout le monde travaille sur un même marché. Il n'y aura plus deux marchés ou des produits l'homogénéité du produit, voilà, donc vous avez... l'atomicité. Voilà, c'est tous ces... Je vois que vous avez toutes les notions de concurrence parfaite et de l'économie libérale. Donc pour faire une bonne économie, il faut qu'il y ait homogénéisation des produits, il faut que des secteurs soient intégrés, il faut
pas qu'il y ait des secteurs qui sont marginalisés. Et les secteurs modernes ne peuvent pas donner des impulsions au monde rural. C'est comme ça que nous avons quelquefois des taux records de croissance, mais qui n'ont pas de lien avec l'amélioration du bien-être des populations. En quelques lignes, que diriez-vous à la population congolaise, africaine, à l'égard de cette première partie de l'émission et entrer aux différentes préoccupations ou aux contraintes du nouveau système coopératif africain? Oui, les élites d'abord doivent se mettre dans cette démarche de renouvellement de la pensée économique, parce que aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Afrique qui est à la croisée des chemins. Même les pays occidentaux sont dans des problèmes parce que les modèles que nous avons appliqués jusqu'aujourd'hui ne permettent pas de résoudre les problèmes actuels et ne pourront pas non plus résoudre les problèmes à venir, parce que le monde, avec la 4e révolution industrielle, le monde va être complètement, diamétralement changé. Et les institutions et les modèles de gestion doivent aussi changer. Les élites doivent se mettre à contribution pour que nous participons à ces forums sur les stratégies de développement de l'Afrique. Vous savez tous qu'un bon remède est dit à un bon diagnostic. Tel était le cas de cette première émission sur le nouveau système coopératif africain. Nous avons abordé les différents problèmes ou contraintes ayant trait d'abord dans les économies africaines, mais aussi au secteur agricole ou à l'agriculture, sans oublier les secteurs informels. Vous avez bien compris, il faudra une réorganisation ou une réforme de tous ces secteurs pour un développement durable de l'Afrique, mais aussi de la République démocratique du Congo. Nous vous disons au revoir et à très vite.